Et ben, Les Viandards, c'est le 5e manuscrit que j'ai terminé en 2014 et c'est le premier que j'ai envoyé aux maisons d'édition. C'est ça, Les Viandards. C'est-à-dire, c'est le premier texte, donc le 5e texte que j'ai terminé, et c'est le premier que j'ai considéré valable pour en faire un livre. Donc je l'ai envoyé à ce moment-là, en 2015, 2016, je l'ai envoyé dans les maisons d'édition. Et depuis, je n'ai cessé de le réécrire, de le reprendre, de l'enrichir, de le retravailler. Et du coup, il a retenu l'attention aussi de Frédéric Boyer au moment de la publication de Mollès. Et on a commencé à en parler, et là, j'ai commencé à le retravailler plus sérieusement. Voilà. Donc c'est ça, Les Viandards, c'est un peu, malgré le petit objet, c'est 10 ans entrecoupés de moments où j'ai réécrit ce texte. La question du récit autobiographique, elle est complexe pour moi, dans le sens où je vois les vidéos ici, je les regarde, je suis un fervent admirateur des vidéos de la chaîne Jean-Paul Hirsch POL, et je vois des gens qui... Les deux positions me semblent très inconfortables. Ceux qui disent c'est autobiographique, pardon, et ceux qui disent le contraire, je me reconnais dans aucune de ces positions. Je trouve que c'est pas bien incarné. Donc moi je dirais que c'est un peu entre les deux, quoi. C'est quelque chose qui est entre les deux, c'est un objet littéraire entre les deux. Si c'est mon histoire, en tout cas, c'est pas l'histoire de ceux dont je parle. Ce n'est pas leur histoire à eux, mais c'est mon histoire. Après, il y a plein de pirouettes comme ça dans l'histoire de la littérature. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me suis dit, vous allez me poser cette question. J'ai vu pas mal de choses. Il y a Boris Vian qui avait dit cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début à la fin. Il y a aussi toute l'introduction du Monde selon Garp où l'auteur parle d'à quel point c'est difficile de répondre à cette question de la part autobiographique de l'écrit. Moi, si j'écris, c'est pour mettre les choses à distance. C'est pas pour fusionner avec elles. Après, si vous me dites le livre va marcher, si vous dites qu'il est autobiographique, je vous dis il est autobiographique. Si vous me dites le livre va marcher, si vous dites qu'il n'est pas autobiographique, je vais vous dire il n'est pas autobiographique, vous voyez. Parce qu'à partir du moment où ça devient un livre, pour moi, c'est une histoire. Mais on peut en discuter, hein. C'est l'histoire d'un divorce et ça rend un peu des lettres de noblesse au divorce dans le sens où le divorce est vu un peu aujourd'hui, j'ai l'impression parfois comme quelque chose d'un peu banalisé parce que courant. Et en fait, le livre parle du fait que le divorce n'est pas forcément quelque chose de banal. Voilà. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il le devienne dans l'histoire des personnages, puisqu'il peut être déterminant pour les personnages de l'histoire. Là où finalement on l'a accepté, on dit à Paris, je sais pas, 1 sur 2, un couple sur 2 divorce, en province un couple sur 3. C'est pas parce que c'est courant qu'il faut le banaliser. Donc du coup je reviens sur ça parce que le divorce permet un déplacement de personnages et permet des rencontres qui ne seraient pas arrivées, en tout cas s'il n'y avait pas eu ce divorce. Et c'est l'histoire, oui, le divorce c'est important, c'est important. Ouais. C'est l'adulte qui se souvient et qui se reconnecte avec l'enfant en fait. C'est-à-dire que l'enfant du roman, comme il est écrit, le narrateur, le personnage, c'est pas autobiographique dans le sens où il n'y a pas un pacte avec le lecteur qui serait de dire l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont la même personne. Je crois qu'il n'y a pas ça dans Les Viandards. Mais on peut pas non plus évacuer ça totalement. Il y a quand même, ça tire vers ça, même si c'est pas ça. En tout cas, c'est plutôt un adulte qui se replonge dans l'enfance et qui va revenir sur qu'est-ce que c'était. C'est-à-dire un peu un adulte qui relit son histoire, qui se reconnecte avec son enfance. Moi, Les Viandards, je l'ai écrit, ça c'est personnellement, je l'ai écrit au moment où je suis devenu père. C'est-à-dire que je suis devenu père en 2014. Le soir où je suis devenu père, j'ai un ami qui est venu chez moi, on a bu une bouteille de champagne, il m'a raconté un truc, je lui ai dit, ce que tu me racontes c'est incroyable, faut en faire un roman. Moi je lui ai raconté un truc, il m'a dit c'est incroyable, faut que tu en fasses un roman. Moi j'ai écrit les deux finalement, j'ai écrit mon roman et j'ai écrit le sien, j'ai écrit son histoire aussi. Je retisse qu'est-ce que ça peut être voilà, on se souvient tous quand on est adulte de choses qu'on avait compris dans l'enfance, mais où les adultes faisaient comme si on ne comprenait pas et nous-mêmes faisions comme si nous ne comprenions pas. Donc c'est un peu un roman autour de ça, plus autour de voir du secret et voir autour de ce qui arrange les adultes, c'est-à-dire penser que les enfants ne comprennent pas. Et ce qui arrange aussi les enfants aussi. Vous voyez ? C'est un couple qui éclate.
ce couple éclate dans la violence des propos, mais aussi dans la violence physique, parce que là, par exemple, on peut... je n'évoque pas, j'ai l'impression, la violence physique dans ce roman. J'ai pas l'impression qu'il est question de violence physique. En tout cas, elle est que effleurée. Vous voyez, c'est un choix. Par exemple, si j'avais fait un écrit plus autobiographique, j'aurais peut-être parlé de la violence physique. Là, je parle pas de la violence physique. Dans ce... je choisis de la beauté en touche et de plus me concentrer sur la violence verbale. Mais en tout cas, ce couple explose. Il y a un déménagement et en effet, l'enfant rentre dans une sorte de conflit de loyauté. Il y a un conflit de loyauté puisque du coup le personnage qui incarne la mère est en couple avec un homme qui est une figure. Voilà, dans les campagnes, on disait à l'époque, il y avait le curé, l'instituteur et le médecin. Là, il se trouve que c'est l'instituteur. Donc, elle est en couple avec cet instituteur qui est un homme marié. Et en fait, c'est une double vie. Lui, il a une double vie, cet homme. Et du coup, elle a une relation avec cet homme qui dure, dont l'enfant est témoin, puisque c'est un père de substitution, mais une relation secrète. Vous voyez? Et donc, du coup, il va vivre ça. Il va vivre ça et il va vivre aussi comment son père fait avec cette séparation, comment lui aussi, il se fait contaminer par cette séparation. L'adultère, en fait, contamine des gens qui sont susceptibles d'être contaminés. Là, en l'occurrence, il y a comment... ce qu'on appelle vulgairement des fois l'identification à l'agresseur, c'est-à-dire, je mets ça à un moment donné, c'est-à-dire le père trompé se met à faire ce qu'on lui a fait, quoi. C'est-à-dire se met à lui aussi aller vers des femmes qui ne sont pas libres dans le roman. Donc en fait c'est une sorte une usine à gaz à cocu en fait dans l'histoire, avec tout ce que ça a de burlesque, mais aussi tout ce que ça peut avoir de dramatique. Parce que la tromperie ça peut être rien, mais ça peut aussi amener à la mort, quoi. Donc voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc ces personnages gravitent et en fait l'enfant il se construit dans cet entre-deux sur la dissimulation, c'est-à-dire sur des figures qui dissimulent tellement qu'elles ne se rendent même plus compte qu'elles dissimulent, et lui est fait de ce bois-là un peu, quoi. Il grandit comme ça. Et c'est un peu ce récit-là que je mets. En tout cas, ce que je veux transmettre, c'est que l'enfant, il est fait de ça. Il dissimule aussi. Malgré lui, vous voyez? Il dissimule aussi. L'idée forte pour moi du roman, la dédicace que je fais là au libraire, je mets quelque chose comme là où on ne voit qu'un enfant, il y a déjà un adulte qui se souviendra. Pour moi, c'est vraiment c'est le cœur du roman pour moi. Il y a, vous m'arrêtez hein, si je pars trop, mais pour vous donner un exemple, il y avait la série En thérapie, et il y a un acteur qui est joué par Pio Marmaille, et à un moment donné, Pio Marmaille, le personnage dit j'ai 13 ans, je vais aux Galeries Lafayette avec mon père achète 2 parfums, il les fait empaqueter devant moi. Il en prend un pour ma mère et un pour sa maîtresse. Mais il le fait devant moi comme si je ne pouvais pas imaginer qu'il va offrir ce 2e parfum à sa maîtresse. Parce qu'il ne suppose pas que je comprends ce qui est en train de se passer. Et là, c'est pas tant la complicité que le fait de ne pas supposer que l'enfant va comprendre. Et le personnage principal du roman est confronté à des situations où les adultes se comportent avec lui, le mettent dans des situations où il va vivre des choses, et on va même pas lui demander de se taire, parce qu'on ne pense même pas qu'un jour il puisse les raconter, que ce soit à l'école, ou à l'autre parent, etc. En fait. Vous voyez? Et là, on rentre dans le secret un peu. C'est-à-dire la mère qui rejoint l'amant au camion à pizza, elle emmène son fils, et le fils est témoin de scène, où les amants s'embrassent, et on ne dit pas, tu ne dis pas à papa que j'ai embrassé mon amant. Ça, ce n'est pas parlé, et l'enfant ne le dit même pas, parce que finalement, on ne lui présuppose pas qu'il comprend, vous voyez? C'est ce que les psys appellent les structures en futur antérieur, c'est-à-dire on parle à un bébé qui ne parle pas, parce que dans 2 ans, il aura parlé. On anticipe dans l'avenir quelque chose qu'il a acquis, qu'il n'avait pas à ce moment-là. Et c'est tout ce roman-là, en fait. Moi, c'est un peu l'idée forte un peu du roman, pour moi, c'est de développer des situations comme ça, où les personnages restent perplexes. Mais j'arrête là parce que j'ai peur de trop dévier. Moi, ce que je voulais mettre en valeur aussi dans ce roman, c'est que là, pour le coup, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience. On peut parler, je pense qu'on peut parler bien aussi un peu de ce qu'on connaît. Moi, j'habite en ville.
J'ai grandi dans un village de 60 habitants, dans le Jura. La campagne profonde, je connais, et je connais ce que ça amène. Ce que ça amène, c'est aussi une certaine liberté et une créativité monstrueuse, quoi. C'est-à-dire qu'enfant, j'ai eu le sentiment d'être complètement libre de mon temps. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans le personnage, c'est-à-dire un personnage qui va à la rivière, qui se balade avec les copains, qui expérimente, qui transgresse. Et ce d'autant plus que du coup, il y a le temps pour ça, et il y a les dispositions matérielles qui sont là, quoi. C'est un roman qui se situe dans les années 90 où clairement les enfants peuvent aller acheter des cigarettes, acheter de l'alcool, faire des bêtises, etc., etc. Donc bon, c'est un peu ça que j'ai voulu mettre en contre-plan par rapport à l'histoire des parents et en faisant des liens entre les deux, quoi. Je fais des liens entre les deux. Mais cette deuxième histoire, c'est aussi sur l'enfant qui grandit, c'est aussi comment la sexualité se construit chez les préadolescents, comment des fois elle arrive beaucoup trop tôt parce que les enfants ne sont pas protégés à ce moment-là, et comment pour employer un truc un peu tendance, comment les stéréotypes de genre et comment ces choses-là s'amènent petit à petit, quoi, et passent, quoi, et passent du coup et passent des adultes auprès des enfants, en fait. Vous voyez, je voulais vraiment accentuer sur la violence verbale et pas sur la violence. Moi, je suis persuadé que le plus violent des mots n'arrive pas à la cheville du plus petit des actes, vous voyez. Moi, les actes violents, je connais, mais je pense avoir vécu une pâle introduction des actes violents. J'ai tous mes membres, j'ai quasiment toute ma tête, ça va. Mais là, ce que je voulais, c'est mettre en valeur comment les mots, comment le discours, vous voyez, notamment autour de cette mère et cet amant. C'est-à-dire que quand l'amant arrête de venir, on ne dit pas que le couple se sépare, puisque finalement, ce couple n'existe pas, vous voyez. C'est plutôt ça, symboliquement, ce qui n'existe pas n'a pas besoin d'être parlé, etc. C'était plus... et du coup, ça force forcément les personnages à passer à l'acte. Tous les personnages passent à l'acte, en fait, dans ce roman, en permanence. C'est une succession de passages à l'acte. Alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que je pense que quelqu'un qui aspire à être écrivain, il doit écrire. Il doit écrire. Parler, c'est pas écrire. Parler, c'est plus rapide, mais c'est pas le même exercice, vous voyez. Et c'est un exercice qui est plutôt difficile. C'est plus rapide, on communique plus rapidement quelque chose. Mais c'est assez difficile de parler de ce texte, pour moi, parce qu'il est plus proche de moi que le premier, quoique encore, mais en tout cas, il est sans doute plus proche de moi. Si vous voulez, par rapport à la question de la psychologie, moi je lutte au contraire pour ne pas que ce soit un cas clinique ou des interprétations psychologiques. Je pense avoir fait un travail où j'ai expurgé ces travers, quoi, qui auraient pu envahir le texte. Vous voyez, j'ai mis du temps à trouver, j'ai besoin de fonctionner avec des images. Moi je suis fils de plâtrier peintre, j'ai peint beaucoup de façades quand j'étais adolescent. J'ai été mis au boulot très tôt. Quand on peint une façade, on monte un échafaudage, on peint la façade et après on démonte l'échafaudage. Et ben, l'écriture c'est pareil, j'écris des choses qui me sont nécessaires pour écrire d'autres choses, mais une fois que c'est fini, il faut que je retire, quoi. Il faut que je retire certains passages. Et les passages trop psychologisants, je pense qu'ils n'ont rien à faire là en tout cas. Mais en effet, j'aurais presque besoin de votre aide parce que pour raconter, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un schéma narratif avec des ironies? Il y a une ironie dramatique autour de la verrue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant est emmené par le beau-père pour soigner sa verrue. Et puis il va y retourner après encore, avec un autre personnage. Mais je ne crois pas pouvoir tracer une trame, vous voyez, pitcher le roman, c'est compliqué pour moi. Celui-ci en tout cas. Celui-ci c'est un peu compliqué. C'est des souvenirs qui je pense ont un sens, ont un lien, mais c'est aussi l'idée de transmettre une ambiance. J'ai envie que ce roman, pour moi, l'odeur de mon enfance, c'est l'odeur du Ricard, quoi. J'ai envie que ce roman sente le Ricard un peu, quoi. J'ai envie de transmettre un peu de mon Jura à moi. Vous voyez, quand je vais dans le Jura, dès 2024, maintenant, aujourd'hui, quand je vais avec ma fille, elle me chuchote, papa, j'ai l'impression que personne ne respecte les règles dans le Jura. Moi, ça me parle, parce que c'est du Jura que je connais, j'ai l'impression que c'est le Jura, on parlait du film tout à l'heure de Louise Courvoisier, Vindieux. Moi, je trouve que c'est assez juste. Et du coup, c'est un peu cette ambiance-là que j'ai envie de retransmettre, quoi. Un exutoire de liberté aussi pour le lecteur. Ouais. C'était un peu ça.
Mais raconter l'histoire, j'y ai réfléchi pourtant. J'y ai beaucoup réfléchi, mais en effet, c'est un enfant, je peux réessayer, un enfant qui vit le divorce de ses parents, qui a un couple qui éclate, et une mère qui vit une double vie avec un homme marié, l'enseignant, l'instituteur de l'enfant. Et du coup, comme on peut l'imaginer, ceci va entraîner des catastrophes plus ou moins graves que chaque personnage va devoir assumer au fil de l'histoire. Et en dire plus, ce serait peut-être dévoiler la fin, mais en gros, ce serait peut-être ça l'idée. Alors, la dédicace, c'est à la chair de mes personnages, parce que je pense que je fais un dosage quand je crée un roman des personnages de papier et des personnages de sang. Et là, il y a beaucoup de personnages de sang. On change de braquet par rapport à Mollès, quoi. On monte un peu, c'est-à-dire qu'il y a du juste, quoi. Ça sent le... Voilà. Il y a des histoires qu'on ne peut pas ne pas raconter, et puis il y a des histoires qui ne s'inventent pas. Donc il y a une partie de ce roman où il y a des histoires qui sonnent un peu justes, quoi. Et certains lecteurs cherchent ça, je pense. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça parlera au-delà de moi, cette histoire, en tout cas. Je ne sais pas si elle vous a parlé quand vous l'avez lu, si ça vous a... ou si vous vous êtes dit, bon, c'est une succession d'anecdotes. Moi, j'en ai déjà lu des livres d'enfance comme ça, où je me dis, oh là là, c'est des successions d'anecdotes, c'est... J'espère avoir évité cet écueil-là, en tout cas. Les viandards, ça c'est un titre qui s'est imposé. Lorsque j'étais enfant, ça c'est une typologie qui vaut, je pense, dans d'autres régions, mais on va dire, les inconnus ont parlé du bon et du mauvais chasseur. Ça c'est pour le grand public. À l'intérieur du groupe des chasseurs, en tout cas comme moi je l'ai connu, le viandard c'est le mauvais chasseur. C'est-à-dire que c'est le chasseur qui ne peut pas s'empêcher de masquer son désir avide de viande. C'est-à-dire il veut aller à la chasse pour tuer du sanglier, le cochon, pour tuer de la bique, le chevreuil, en tout cas pour tuer à l'animal, pour en obtenir la viande. Parce que, soit parce qu'il fait des économies financières, etc., etc. Le viandard, c'est un terme très péjoratif pour les chasseurs. Quand un chasseur dit d'un autre « c'est un viandard », c'est péjoratif. C'est une façon de dire « ce gars-là va à la chasse juste pour la bidoche », quoi. Alors que le chasseur raisonné, c'est celui qui va y aller pour la passion des chiens, etc. Il ne sera pas viandard, même si au fond, on est tous viandards, vous voyez. C'est un peu ça l'idée du texte. Donc il y a un peu cette différence, comme le bon et le mauvais chasseur, viandard, pas viandard, une différence qui a un sens et une frontière assez mince. Dans le roman, je parle aussi de la deuxième le deuxième sens du terme, qui est le viandard, ou alors à un moment donné, j'utilise l'expression chien de talus, l'homme qui fait un tableau de chasse. On utilise aussi cette expression de femme, puisque l'amant, Christian Ricoeur, le personnage principal, il ne se limite pas à la mère du personnage, il a toute une collection, il a un tableau de chasse en tout cas. C'est un homme qui cherche en tout cas à conquérir. Donc c'est un peu cette double chose. Autre différence autobiographique, par exemple, mon père est l'archétype, dans la réalité, hein, c'est l'archétype du chasseur noble. Il n'est pas viandard, par exemple, mon père. Le père du personnage en fait un viandard, vous voyez, parce que je trouve que c'est... je trouve ça plus beau dans les romans de mettre en valeur l'échec des hommes à être viril et l'échec des femmes à être féminine. Hein, quelque chose d'un truc un peu... d'un ratage du côté des personnages. C'est pour ça que il y a un côté un peu... j'ai exagéré. Le vrai viandard, c'est Christian Ricoeur dans le roman. Mais j'ai fait du père de ce roman également un viandard. Je l'ai aspiré là-dedans, en tout cas. Le burlesque... vous l'avez vu ou pas? Peut-être moins que dans Mollès. Il y a un côté... Il y a des moments drôles, je pense, dedans. Il y a des moments drôles. Moi, je l'ai tellement relu que c'est compliqué, mais déjà, j'avais envie de transmettre certains mots du Jura, comme, je sais pas, il y a certains mots, en tout cas, qui claquent, qui sont des mots qui sont un peu proches des choses, des mots dont on ne trouve trace nulle part. J'ai fait volontairement, par exemple, un procédé dans ce roman où il y a des noms de villes et de villages connus, Poligny, Tourmont,
Et le nom de certains villages, ce sont des noms inventés, comme Servan-Villars, Brère, etc. Je l'ai fait à dessein, parce que je pense que c'est une partie, j'ai vécu ça dans les années 90, et je vois que c'est encore le cas dans le Jura, d'un déclassement un peu. C'est-à-dire la pancarte de mon village, moi, j'ai été dans un village qui s'appelle Le Visenay, elle est tombée un jour, et elle est restée par terre pendant plusieurs années sans doute. Et on s'amusait à la remettre, elle retombait. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, quand je suis allé chez mon père, la route qui est à fleur de montagne qui monte chez lui s'est effondrée, elle n'a pas été reconstruite au bout de X années. Donc il y a un côté où seules les personnes qui vivent là-bas connaissent les endroits. Et j'avais envie de retranscrire ça. C'est-à-dire Poligny, on connaît, mais quand on commence à s'enfoncer dans la campagne, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui habite où. Il y a un truc un peu comme ça. Une nébuleuse un peu que je voulais transmettre. Le burlesque, je pense que le burlesque, peut-être je l'ai en moi, mais je ne l'ai pas mis dans ce roman. Mais par contre, j'espère qu'il... Vous voyez, je parlais de l'échafaudage qu'on retire. Je vais vous donner un exemple, c'est une façon pour moi de rendre hommage. J'ai eu une nourrice dans mon village qui m'a accueilli pendant de nombreuses années. On l'appelait Mémé, elle avait un chien qui s'appelait Whisky. Et le soir, elle allait sur sa terrasse, elle attrapait la rambarde et elle hurlait « Whisky, Whisky, Whisky !» Elle appelait son chien. Et il finissait par rentrer. Et en fait, ça, c'est pas dans ce roman. Ça, c'est un fait autobiographique. Mais c'est ce genre de choses-là. En tout cas, moi, j'ai en tête ça quand j'écris ce roman du Jura. Parce qu'à ce moment-là, whisky, pour moi, ça ne renvoie pas à un alcool. Je me dis pas que quelqu'un, par exemple, imaginons Monsieur Hirsch, qui a pris sa voiture pour aller en villégiature dans le Jura, est en train de passer dans la rue du centre du village et voit cette dame qui crie whisky à la terrasse et il se dit donnez-lui à boire. On ne peut pas se douter qu'elle appelle son chien. Vous voyez. Donc je pense que j'ai cette anecdote-là qui me vient parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je dis et je pense beaucoup à elle en ce moment. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça un peu. Mais si vous en avez en tête, dites-moi, ça m'aidera à démarrer peut-être. Il y a une gourmandise parce qu'en fait, du coup, il y a un satyre, un adulte en tout cas, ça ne va pas, heureusement d'ailleurs, ça ne va pas jusqu'au viol d'enfant, quoique ça aurait pu être mis en scène dans le roman, mais c'est pas le propos. Et les enfants se prêtent à ces jeux-là parce qu'en fait, finalement, ils se prennent pour des adultes, vous voyez ? Ces enfants-là, cette bande qui fume la cigarette, qui boit la canette le mercredi après-midi, etc., ils se prennent pour des adultes. Donc d'aller voir un gars comme ça, qui se masturbe devant eux, et qui leur donne la pièce en échange du fait que les enfants le regardent, ils trouvent ça normal. Donc, ils ne se voient pas comme des enfants à ce moment-là. Et du coup, dans leur façon de jouer aux adultes, bien sûr, ça a un côté un peu burlesque, quoi, parce que du coup, ils veulent tout de suite faire leur première fois, ils veulent aller un peu, ils veulent faire les grands, quoi. Et c'est un peu maladroit. Et dans la narration, finalement, c'est le mouvement inverse, c'est l'adulte qui se replonge dans l'enfance, quoi, qui est hanté par cet enfant, par une enfance un peu non résolue, quoi. Donc c'est un peu le mouvement inverse. Des personnages qui, eux, sont sans cesse dans le fait de faire les grands, de faire les faux grands, un peu. Mais oui, avec Shirley, oui, il y a des moments savoureux, bien sûr, quand elle part de la maison et que sa mère lui dit tu n'as pas oublié, le patch à nicotine, le médecin a dit qu'il fallait pas que tu fumes, on parle d'une enfant de 15 ans, quoi. Et quand elle sort dehors, elle dit oui maman, et puis elle colle le patch à nicotine sur le revers du paquet de cigarettes avant de s'en allumer une. Ou alors j'avais envie de placer des choses un peu imaginaires, comme tout ce truc autour des paquets de cigarettes qu'il y avait dans les années 90 ou des choses comme ça, et ça me plaisait de rapporter ce genre d'anecdote aussi. Et puis de le recoupler toujours à l'histoire plus grande, quoi. Je parle à un moment donné, ce qui peut être burlesque, c'est que même quand l'amant qui est instituteur ne vient pas à la maison, la mère et le fils regardent ce téléfilm des années 90, l'Instit, alors ils se farcissent l'Instit à la télé, même quand le vrai Instit est en train de besogner ailleurs ou est auprès de son autre famille, quoi. Donc il y a un côté... J'espère en tout cas avoir une écriture un peu... Moi personnellement j'ai passé beaucoup de temps dans les cabanes de chasse. Je suis très friand de la gouaille, des chasseurs, etc. Et j'espère avoir retransmis un peu
sans aller jusqu'à l'outrance, mais en tout cas une certaine gouaille ou un franc-parler dans la narration et dans la bouche des personnages de façon plus prononcée. Le père, par exemple, qui en sort toutes les 5 secondes, quoi. Qui en sort toutes les 5 secondes. Il y a toujours des formules. Ça m'amusait beaucoup, en tout cas, de le mettre. Je pense que les gens vont rire. J'espère. Moi, ça me fait beaucoup rire, ce livre.